Bonjour à tous. Mon nom est Cassandra Larocque-Rigney, assistante de recherche au laboratoire de cipage 6 de l'Université de Montréal. Pour le web entretien d'aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Mélanie Bourassa-Forcier, professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, de Sherbrooke, pardonnez-moi, Martin Gibert, chercheur en éthique de l'intelligence artificielle, Rio Achung, professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal, et Daniel Weinstock, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université McGill. Nous discuterons aujourd'hui des enjeux éthiques reliés à l'intelligence artificielle et plus particulièrement des outils de traçage utilisés en temps de pandémie. Nous nous pencherons également sur les inégalités de santé à l'échelle internationale et le rôle que l'intelligence artificielle peut jouer dans cet aspect. Ensuite, la discussion se terminera avec une séance de questions du public. N'hésitez donc pas à en poser tout au long du webinaire si vous en avez. J'inviterai donc tout d'abord le professeur Daniel Weinstock à se présenter. Daniel Weinstock, comme l'animatrice l'a indiqué, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université de McGill. Je suis également jusqu'à la fin de l'été, donc depuis 7 ans et mon mandat se termine, directeur de l'Institut des politiques sociales et de la santé à l'Université McGill. Et depuis une semaine, je suis titulaire de la chaire Catherine Pearson sur la société civile et les politiques publiques. Donc voilà. Je prends la suite. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Martin Gibert, je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal. Je suis rattaché au Centre de recherche en éthique et à l'Institut de valorisation des données, IVADO. Ça fait 3 ans que je suis dans cette position. Avant ça, j'ai plutôt travaillé en psychologie morale. Et là, je viens de publier un livre un peu sur le sujet qui s'appelle « Faire la morale aux robots » sur l'éthique des algorithmes, dont je vous dirai peut-être un mot tantôt, surtout sur la distinction que j'essaye d'opérer entre éthique des algorithmes et puis éthique de l'intelligence artificielle. Donc, Mélanie Bourassa-Forcier, je suis professeure, comme on le mentionnait, à l'Université de Sherbrooke, faculté de droit. Je dirige les programmes de droit et politique de la santé et de droit et sciences de la vie. Je travaille particulièrement sur les obstacles normatifs liés au développement et à l'intégration des innovations dans le secteur des sciences de la vie et depuis les dernières années, je concentre mes recherches essentiellement sur l'IA et le numérique de façon plus générale. Je suis membre de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie et je suis associée à l'Observatoire international, juste un instant, sur les impacts sociétaux de l'IA, l'OBIVA en fait. C'est très long comme titre. Donc voilà, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et moi de même, je renchéris. Merci infiniment pour l'invitation. Ça me fait un très grand plaisir de pouvoir partager la conversation avec mes éminents collègues et les participants. Je me présente brièvement. Alors, je suis professeure titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal et mon domaine de recherche est en philosophie politique. J'enseigne également un cours d'éthique fondamentale à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Mais en fait, mon travail est plutôt, c'est de la philosophie politique appliquée sur les questions des inégalités de santé à l'échelle internationale, en particulier, donc avec une perspective parfois féministe, avec une attention accrue sur toutes sortes de vulnérabilités structurelles, donc liées par exemple au genre, à la race, aux déterminants sociaux de la santé, etc. Et dans le contexte de la pandémie, je travaille plus étroitement avec un groupe de recherche basé à l'Université d'Édimbourg, qui a été financé par la Fondation Wellcome Trust. Et nous travaillons sur les enjeux éthiques en contexte de crise humanitaire, les enjeux de santé, les enjeux éthiques liés aux inégalités de santé. Et finalement, donc, j'ai joint un groupe de 16 collègues réunis par l'Institut Broadbent pour réfléchir sur les enjeux sociaux soulevés par le contexte de la pandémie actuelle. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vais commencer tout de suite avec la première question. Étant donné votre expertise, j'aurais commencé la discussion en parlant plus globalement de ce qu'est l'éthique et de son rôle dans notre société. Donc, quelle est la place que devrait prendre l'éthique dans une situation comme la crise sanitaire que nous vivons en ce moment et croyez-vous qu'assez d'importance lui est donnée? Donc, je commencerai avec Daniel. Alors, je ne vais pas essayer de définir l'éthique de manière générale dans le contexte d'une brève web diffusion. Je dirais ce que je vois comme étant le principal défi de l'éthique dans le contexte
actuelle. Et je voudrais peut-être brièvement amener 2 points. Le premier, c'est que je crois qu'il est terriblement important pour les éthiciens, pour l'éthique, de faire de sorte qu'à mesure que nous gérons cette crise, nous ayons un œil sur toutes les valeurs et toutes les considérations normatives pertinentes. Bon, évidemment, elles sont parfois en conflit. Il faut parfois, toujours, en fait, faire des compromis entre ces valeurs. Mais dans un premier temps, je crois qu'il faut que nous donnions une sorte de description aussi exhaustive que possible des différents enjeux, puisque l'urgence va avoir, comme on le sent tous et chacun dans notre quotidien, tendance à nous faire focaliser vraiment l'attention sur un enjeu et un enjeu seulement, qui est évidemment la limitation des infections. Je crois que la responsabilité de l'éthique, c'est d'essayer de garder cet objectif évidemment urgent dans un contexte un peu plus large qui inclut toutes les considérations pertinentes. La seconde chose que je dirais, c'est qu'il y a évidemment des considérations de valeurs, de normes, etc., mais il y a également le comment. Je crois que l'éthicien doit beaucoup réfléchir aux institutions par rapport auxquelles nous prenons nos décisions. Chacun d'entre nous a probablement son idée sur la manière par laquelle nous devrions faire les choses. Nous ne serons probablement pas d'accord sur tous les détails. Il faut que dans une société pluraliste comme la nôtre, nous nous mettions d'accord sur les institutions et sur les procédures par lesquelles nous prenons les décisions et par lesquelles nous nous livrons au compromis essentiels, parfois tragiques, que nous devons faire lorsque les valeurs sont en conflit. Est-ce qu'on en tient compte suffisamment? Ben, écoutez, je pense qu'on ne peut jamais en tenir compte suffisamment. Je crois que notre responsabilité est justement de faire de sorte que, alors que les décideurs ont de manière parfaitement compréhensible tendance à avoir une vision très unilatéralement focusée sur la pandémie, il est important que nous prenions notre place pour que ce discours plus large soit entendu. Merci beaucoup. Martin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je suis pas mal d'accord avec ce que disait Daniel, et en particulier cette idée que l'éthique, c'est dealer avec des valeurs, des normes qui peuvent être en conflit. Dans la période actuelle, c'est certain qu'il y a des conflits de valeurs qui sont tout d'un coup beaucoup plus saillants que d'habitude entre, mettons, sécurité et liberté, qui sont des choses que les philosophes connaissent depuis longtemps, mais là, ça ressort tout particulièrement. Il y a aussi, moi, j'avais écrit un article sur qu'est-ce que c'est que l'éthique de l'intelligence artificielle. Et donc là, il y a quelque chose c'est un objet relativement nouveau, comme l'intelligence artificielle date d'une 50aine d'années. Et donc, il y a tout un travail que doivent faire les éthiciens qui consiste à... Alors là, il y a mon chat qui veut intervenir. Tout un travail qui consiste à essayer d'identifier quels sont les problèmes et comment les classer. Par exemple, on peut identifier des problèmes à court terme, moyen terme, long terme. On peut identifier des problèmes qui concernent le fait de détourner une application, des choses comme ça. Peut-être une distinction que moi j'essaye d'opérer justement dans le livre et qui peut aider, c'est celle de éthique de l'intelligence artificielle, qui est quelque chose d'assez général, qui est en fait un sous-ensemble de l'éthique de la technologie, qui en gros, l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on veut, oui ou non, déployer, par exemple, des voitures autonomes ou une application pour contrer la Covid? Et à ça, je n'oppose pas, mais il y a un sous-ensemble de ça qui est l'éthique des algorithmes et qui, là, consiste vraiment à se demander comment on devrait programmer telle application ou tel système d'intelligence artificielle, donc avec un niveau de granularité plus fin et qui correspond un petit peu à ce que Daniel évoquait en parlant du comment. Mais là, c'est le comment au niveau des algorithmes. Merci beaucoup, Mélanie. Oui, moi, je suis un peu comme le loup dans la bergerie. En fait, je suis non seulement avocate, mais j'ai en plus fait des études en économie. Et souvent, en fait, on utilise le droit et l'économie pour déterminer, par exemple, qu'est-ce qu'on devrait faire en termes d'allocation des ressources. Et là, intervient l'éthique, en fait, dans ce raisonnement-là qui se base souvent sur le droit et l'économie, qui n'inclut pas toujours une réflexion éthique. Et présentement,
l'éthique, je vois vraiment un rôle, en fait, incontournable à toutes les réflexions éthiques dans ce contexte de pandémie, parce que ni le droit ni l'économie ne sont présentement prêts pour être utilisés pour faire des décisions, et on devra utiliser ces réflexions éthiques-là qui sont actuellement présentes pour élaborer nos normes, pour justement inclure des bonnes pratiques, pour non seulement élaborer des normes, mais aussi pour développer des bonnes pratiques contractuelles, pour élaborer des bonnes pratiques en termes de directives, par exemple, au sein des établissements, au niveau de l'allocation des ressources. Donc, l'éthique, présentement, ressort comme un incontournable dans nos réflexions. Donc, étant non éthicienne, c'est pour moi plus difficile d'intervenir à cet égard-là, mais j'adhère à tout ce qui a été dit préalablement. Puis ça, c'est ma vision comme juriste avec une formation en économie. Je pense que c'est une vision quand même tout aussi pertinente, là, donc c'est vraiment intéressant de vous avoir aujourd'hui. Rioa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, alors très brièvement, j'ai eu l'occasion d'écrire, mais un peu comme tous les collègues qui sont mobilisés, et nous sommes encore plus nombreux là, et même dans d'autres pays, nous sommes beaucoup d'éthiciens ou de philosophes politiques aussi, à avoir été très mobilisés dans le contexte de la pandémie. Pourquoi? Parce que la pandémie révèle vraiment au grand jour des inégalités socio-économiques et culturelles, etc., qui existent bien longtemps, bien avant la pandémie, mais qui sont révélées au grand jour par donc le contexte de la COVID-19. Et donc, je pense que c'est effectivement absolument crucial de mobiliser les recherches en sciences sociales pour essayer d'accompagner cette réflexion en santé publique et des réflexions aussi au niveau des décisions politiques que l'on doit prendre à toutes sortes de niveaux et un peu partout à travers le monde. Et également, par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle, je vous raconterai peut-être un peu plus tard comment j'en suis venue avec mes recherches à m'intéresser aussi sur ces questions-là, appliquées aux inégalités de santé et au contexte de crise humanitaire à l'échelle internationale. Mais en ce qui me concerne, l'intelligence artificielle, je l'accueille comme un progrès technologique qui est ni bon ni mauvais en soi. C'est toujours en fonction d'un contexte social préalable à l'utilisation et au déploiement de ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle qu'il faut effectivement, je pense, élaborer une réflexion. Peut-être parfois avant la mise en application, ou en tout cas de façon parallèle et certainement pas de façon dissociée. Peut-être ajouter un point dans ce que disait Rioa, ça m'a fait penser, il y a une distinction que j'aime bien faire aussi entre la perception morale, qui est l'étape où on essaye de comprendre ce qui se passe et puis quelles sont les valeurs en jeu. Puis ensuite, il y a la délibération où là, on va pondérer et on va prendre une décision. Mais les deux étapes sont importantes, la perception morale, parce qu'il y a des fois, on passe à côté de problèmes éthiques simplement parce qu'on ne les voit pas. Et voilà, quand il y a des choses nouvelles qui arrivent comme une pandémie, il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y a pas des choses qui nous échappent. Et ça, c'est des questions de perception morale. Après, une fois qu'on a ces éléments, on peut prendre une décision pondérée, réfléchie, argumentée, etc. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Vous avez un peu touché à ma prochaine question qui porte sur l'intelligence artificielle. Donc, comme on sait, l'intelligence artificielle fait partie intégrante de nos vies. Elle peut apporter d'importants avantages à plusieurs organisations, que ce soit dans les domaines médical, publicitaire ou même communautaire. Cependant, on sait que ça, c'est pas sans risque. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur les enjeux éthiques reliés à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Donc, Daniel, si vous voulez commencer. Oui, je commencerai, mais je ne voudrais pas que ce soit toujours que la parole soit donnée également à mes collègues. Je crois qu'il y a certains enjeux, et bon, je suis plus conscient d'avoir sur le panel quelqu'un qui vient de produire un livre sur ces questions, donc je vais le dire assez rapidement. Il y a plein de choses qu'on pourrait avancer, et deux points me semblent importants. Premièrement, il y a un point qui touche à la crise actuelle, qui déborde peut-être du cadre simplement de l'IA, mais je pense qu'il est important de le mentionner. Je disais un article tout à l'heure sur le fait que les scientifiques qui sont en train d'essayer de développer un vaccin ou des thérapies doivent faire attention de travailler rapidement, hein, puisque on veut qu'un vaccin ou que des thérapies soient disponibles non pas dans 10 ans, mais bientôt, sans brûler d'étapes importantes.
Hein? Donc, on sait que lorsque des nouveaux médicaments sont mis sur le marché, il y a des étapes à passer, etc. Et donc, on se pose la question maintenant de savoir comment est-ce qu'on peut le faire le plus rapidement possible sans par ailleurs brûler d'étapes qui pourraient donner lieu à des catastrophes sanitaires. Je pense qu'en éthique, on est un peu dans la même situation. On est tous en train de travailler beaucoup plus rapidement que nous avons l'habitude de le faire. Je pense que c'est peut-être une des premières fois que chacun d'entre nous est dans une position où il ou elle doit intervenir dans un contexte où de dire, écoutez, là, donnez-moi 6 mois pour faire mes recherches et je publierai un papier dans 1 an pour répondre à votre question, ben, ça ne marche tout simplement pas. Cela dit, il ne faut pas brûler d'étapes et c'est un défi. Je n'ai pas encore 3 mois, 4 mois après le début de la crise de réponse bétonnée à donner à cette question. Je crois que le travail collaboratif y est pour quelque chose, pour éviter donc de tomber un peu dans des pièges. Bon, la deuxième chose que je dirais, et ça, c'est une banalité, et je la dirai donc rapidement parce que c'est une banalité, mais il faut quand même la mettre sur la table, et ensuite les autres diront des choses plus intéressantes, c'est que l'intelligence artificielle a, disons, sa nature éthique est en quelque sorte fonction de ce que nous y mettons. Bon, c'est une des premières choses que l'on apprend, les algorithmes qui sont à la base des outils dont nous nous dotons, ben, en quelque sorte reflètent la réalité préalable de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, un des enjeux, évidemment, dont il faut tenir compte, c'est de ne pas reproduire à travers les outils que nous nous donnons et qui vont avoir une sorte d'apparence d'être un peu objective par rapport à la réalité sociale, détachée de la réalité sociale, de ne pas reconduire d'une manière larvée bon, les biais, les inégalités que nous retrouvons dans la société. Donc, ces 2 points-là me semblent, le deuxième, c'est le b.a.-ba de l'éthique de l'intelligence artificielle, mais je crois qu'il est important quand même de le mettre sur la table et de ne pas l'oublier. Oui, merci beaucoup, Martin. J'imagine que avec votre livre, vous avez quand même beaucoup à ajouter sur cette question-là. Oui, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail de l'éthique des algorithmes, si je reste un peu plus général pour le moment. Donc, je suis évidemment d'accord avec ce que dit Daniel, la question d'automatisation des inégalités en particulier est quelque chose qui peut être tout à fait préoccupant. Sinon, la base de l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser des processus cognitifs. Et donc, qui dit qu'on automatise des processus cognitifs dit qu'on peut remplacer. Donc, il y a une des questions de base, c'est est-ce que c'est acceptable de remplacer l'être humain sur un certain nombre de tâches? Et quelles sont, alors là encore, si on prend la conduite, là, puisqu'on a les voitures autonomes, c'est un exemple assez facile à travailler. Ben, ça veut dire que les gens ne savent plus conduire par eux-mêmes, ce qui n'est vraiment pas forcément un problème, mais dans d'autres applications, mettons sur les langues, la traduction automatique, est-ce que ça ne pourrait pas être un problème qu'on sache plus du tout, qu'on n'apprenne plus du tout individuellement des langues étrangères parce que ça se fait tout seul. Et puis voilà, puis sur tout un tas d'autres tâches qui peuvent être remplacées. Sinon, il y a aussi des enjeux, mais là qui sont plus liés aux data, parce que l'intelligence artificielle qu'on utilise, qui fonctionne le mieux actuellement, c'est celle qui fonctionne avec l'apprentissage supervisé, l'apprentissage profond qui requiert beaucoup de données, beaucoup de data. Et je ne sais plus où je m'en allais avec ça, mais oui, pardon. C'est que les data, donc ça touche aux enjeux de surveillance, aux enjeux de vie privée, et là aussi il y a des préoccupations légitimes en éthique. Voilà, sur l'éthique des algorithmes, juste pour dire 2 mots, ce que j'essaye de faire dans le livre, donc c'est vraiment la question comment programmer moralement une voiture autonome, une application. Je parle aussi beaucoup de chatbots. Et ce que je regarde, c'est comment les théories morales traditionnelles, les 3 grandes familles de théories morales traditionnelles, à savoir déontologisme, éthique ancienne si on veut, utilitarisme ou conséquentialisme et éthique de la vertu, ont des réponses à proposer à comment on devrait programmer des robots, parce que c'est l'objet du livre. Merci. Je ne sais pas si Mélanie ou Ria, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, ben, je peux rapidement intervenir. En fait, la question était en lien avec les enjeux éthiques liés à l'IA. Puis si on regarde juste présentement, pendant la présente pandémie avec les applications de traçage,
on a vu, comme Martin disait, ressortir tout particulièrement l'enjeu de vie privée et de la crainte d'être surveillé par ces outils-là et ainsi que les risques de discrimination, la fracture numérique et tout ça. Donc, il y a énormément d'enjeux éthiques qui sont ressortis. Puis, moi, je trouve ça intéressant parce que dans le contexte de mes travaux, qui évidemment sont beaucoup plus au niveau du normatif, du droit, des contrats qui sont existants, j'essaie de ramener ça à, qu'est-ce qu'on a présentement en termes de normes qui permet, en fait, quelles normes nous permettent de mieux gérer ces enjeux-là, d'assurer une protection de la vie privée. Puis peut-être qu'en fait, j'ance en même temps une question, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire dans le contexte actuel, mais c'est qu'en fait, il y a beaucoup de normes qui existent, des contrats qui sont disponibles, qui nous permettent de régir ces enjeux-là, qui ressortent tout particulièrement. Puis je me demande si présentement la discussion qu'on a sur l'IA puis les enjeux éthiques, si c'est pas de toute façon une discussion qu'on devrait avoir par rapport à n'importe quelle autre technologie. Puis je me demande quelle est la place du principe de neutralité technologique, en fait, dans ce contexte-ci? En fait, je me dis, est-ce que dans l'utilisation de l'IA, on ne devrait pas tout simplement se demander qu'est-ce qu'on accepterait de la part d'un être humain en termes de fiabilité ou de respect de la vie privée? Puis je me pose présentement cette question-là. Est-ce qu'on a créé une discussion qui est propre à l'IA, qui devrait en fait être plus élargie, puis se baser sur un principe de neutralité technologique? Donc, c'est ma petite question que j'ai peut-être pas le droit de poser, mais je vous fais part de mes réflexions à l'heure actuelle. Voilà. Bien, je pense que vos collègues sont d'accord avec vous. Là. Il y avait l'air... je sais pas si c'est une question assez pertinente. Je ne sais pas si quelqu'un voulait juste répondre à ça brièvement. Eh bien, si je peux me permettre, peut-être dans la foulée de ce que Mélanie vient tout juste de soulever, peut-être un exemple un peu délicat, j'en conviens, et puis malheureusement, on n'aura pas énormément de temps pour rentrer vraiment dans toutes les nuances qu'il faut pour discuter de ce débat extrêmement délicat, mais pour parler justement de la neutralité technologique, par exemple. Donc, et en fait, je pense que Mélanie soulève une excellente question, et voici un exemple de comment, comme telle, une nouvelle technologie de collecte de données rendue possible par l'intelligence artificielle doit être pensée avec en arrière-fond le contexte social respectif à chaque situation nationale, etc., par rapport aux craintes, par exemple, de stigmatisation. Et là, évidemment, dans la foulée de tous les événements extrêmement douloureux, tragiques, suivant le décès de George Floyd, et puis la montée, enfin bref, toutes ces discussions sur le racisme, tous ces nombreux appels pour faire reconnaître le racisme comme enjeu de santé publique, il est clair que, vous le savez, autant que moi, il y a eu aussi des discussions concernant justement le risque de stigmatisation raciale que peuvent peut-être entraîner donc pas une application particulière, là je ne fais pas référence à une application en particulier qui aurait été développée par ici ou par X ou Y, mais de manière générale, donc les applications anti-pandémie peuvent susciter cette crainte tout à fait légitime de renforcer dans certains contextes sociaux justement des formes de stigmatisation, des formes de surveillance, des formes de profilage racial. Écoutez, vous le savez autant que moi-même, ne serait-ce que même, je veux dire, de façon physique, lorsqu'on a déployé des forces policières pour faire respecter les règles de distanciation, nous avons bien vu qu'il y a un profilage racial aussi qui s'est manifesté, même par cette espèce, par ce type d'intervention qui ne requiert aucune forme d'intelligence artificielle. Et donc, la crainte est totalement légitime, en même temps que l'autre question est tout aussi légitime, c'est-à-dire qu'il est très important, parce qu'il faut reconnaître le racisme comme un enjeu de santé publique, d'encourager une forme de compilation des données de santé en fonction justement de ces déterminants sociaux, de classe, genre et race. Et donc, c'est très intéressant de voir comment sur telle question, par exemple les applications anti-pandémie, on peut avoir des réflexions qui convergent vers des réflexions qui sont
sensiblement distinctes et des résultats distincts par rapport à, par exemple, d'autres formes de questionnement qui encouragent la compilation de ces données, notamment pour avoir une meilleure idée épidémiologique des inégalités de santé qui découlent de la pandémie actuelle. Alors, c'était simplement pour dire que je ne pense pas que toutes les applications anti-pandémie sont foncièrement racistes. Et pour donc parler de la neutralité technologique, il y a moyen quand même d'incorporer dans ce qu'on appelle le concept de value design dans la façon même de concevoir l'application anti-pandémie. Il y a moyen d'incorporer des préoccupations sociales qui vont essayer de minimiser les risques de stigmatisation. Mais en dernier lieu, je pense que c'est le contexte social, l'analyse du contexte social qui nous mettra le plus alerte par rapport à ces questions. Est-ce que oui ou non, par rapport à quelle instance qui détiendra ces données, peut-on faire relativement confiance ou devrait-on avoir justement quelques craintes par rapport au risque de surveillance, de stigmatisation de certains groupes sociaux à cause de ces applications de l'intelligence artificielle. Peut-être pour rebondir aussi sur la question posée Mélanie, sur la neutralité de la technique. Mais déjà, je suis vraiment d'accord pour dire qu'il y a l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est la même chose que l'éthique. Là. Il n'y aurait pas des règles spéciales parce qu'on est avec l'intelligence artificielle. J'avoue que je me pose encore la question de la neutralité de la technique. Pour moi, c'est pas réglé parce que, oui, il y a un côté vrai que c'est un instrument, puis voilà, un robot qui est programmé, il est programmé par des humains, ils peuvent bien ou mal le programmer, mais il y a quand même des théoriciens qui vont dire « ouais, mais c'est de la technique » et la technique a une forme d'indépendance. Et je pense en particulier à Jacques Ellul, un philosophe français, voilà, qui disait en fait maintenant ce qui détermine tout, c'est pas l'économie comme pouvaient le penser les marxistes, là c'est vraiment la technique et qui est un peu indépendante. Donc quand on commence à mettre le doigt dedans, elle risque de nous elle emporte tout. C'est un peu cette idée qu'on n'arrête pas le progrès, quoi. Et ça, moi j'avoue que je sais pas comment tout à fait me positionner par rapport à ça. Ben, juste rapidement, en fait, ça fait tout à fait partie de ma réflexion. Par exemple, vous disiez ou tu disais, je ne sais pas quel est le décorum aujourd'hui. En fait, est-ce que les gens vont cesser d'apprendre? Par exemple, ça, c'est une crainte souvent chez les médecins lorsqu'on parle d'intégration de l'IA dans leur pratique, comme par exemple outils décisionnels, entre guillemets. Et souvent, on nous dit, oui, mais si on utilise ça, on va perdre notre habilité à raisonner, à faire un bon diagnostic. Puis, à chaque fois, je ramène ça à d'autres technologies qu'on a développées depuis assez longtemps, comme par exemple l'iPad. Mes enfants ne peuvent presque plus écrire parce qu'ils utilisent l'iPad. Donc, c'est un peu le même raisonnement. On a les guichets automatiques maintenant qui ont été introduits. Il y a moins d'employés, donc ils ont pris la place d'autres emplois. Puis, en ce qui concerne, je reviens aux médecins, si on pense, par exemple, aux pharmaciens, ils ont un ordinateur maintenant qui, ça fait longtemps en fait, mais le principe d'utilisation de l'ordinateur, c'est qu'il y a un red flag qui survient lorsqu'il y a une interaction entre des médicaments qui sont prescrits. Donc, ils se fient souvent à leur ordinateur. Et d'ailleurs, il y a des décisions qui ont été rendues au niveau déontologique parce qu'il y a certains pharmaciens qui se sont fiés à leur ordinateur, qui n'ont pas fait le processus de raisonnement qu'ils devaient faire et ils ont vu leur responsabilité retenue. Donc, je me demande, à chaque fois, je reviens à, mais qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle comme technologie qui ne fait pas du tout appel à l'IA? Puis, c'est quoi les outils qui ont été développés pour essayer d'encadrer soit leur introduction ou leur utilisation pour freiner justement les dérives qui pourraient survenir? C'est un peu dans ce contexte-là, je me demande si on ne voit pas présentement l'IA comme étant fortement risquée dans certains secteurs
plutôt que de prendre du recul puis de la comparer, par exemple, à ce qui existe. Puis peut-être que je ne suis vraiment pas à la bonne place au niveau de l'évaluation des enjeux éthiques et de la gestion des risques, mais c'est un peu ça que j'essaie de faire dans mes réflexions. J'essaie de voir, est-ce qu'on est trop sur les craintes plutôt que sur l'état actuel de ce que ça implique? Genre, c'est encore une autre question. Je pense qu'on va m'en vouloir parce que je suis rendue, je dirige la discussion. Je suis désolée. Je pense qu'on touche... Allez-y, Daniel. On touche à un point important. Et là, pour ne pas, je ne sais pas si je vais anticiper sur les questions que l'animatrice allait de toute façon nous poser. Je parlais au tout début, et je crois que tout le monde l'a dit d'une manière ou d'une autre, des compromis et des compromis notamment moraux que la situation actuelle nous fait vivre. Rien n'est parfait. On sait très bien que toutes les stratégies envisagées par l'État impliquent des choix et des coûts douloureux, aussi bien sur le plan des valeurs. Bon, il y a une gamme d'outils qui sont ouverts à l'État, qui sont disponibles à l'État pour la transition que nous sommes en train de vivre ces temps-ci au Québec et ailleurs, qui est une sorte de déconfinement dans un contexte de risque modéré. Hein. Donc, nous allons vivre pendant un certain nombre d'années une situation dans laquelle, bon, il n'est pas question, disons, de confiner les gens pendant des années. Il va falloir donc que nous réinventions nos vies sociales, culturelles, professionnelles, sportives, dans un contexte de risque modéré. Et il y a un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition. Et ces outils, je crois qu'il faut les comparer les uns aux autres. Et donc, quand on pense aux applications de traçage dont on va parler à un moment donné, plutôt que de les regarder, de les focaliser et de penser qu'à leur risque, comparons leurs risques et comparons la capacité que nous avons pour bien gérer ces risques à d'autres outils qui sont en train d'être considérés à l'heure actuelle par des gouvernements. Je viens d'écrire avec ma collègue Vardit Travitsky un texte sur ce qu'on appelle les certificats ou les passeports d'immunité. Donc, l'idée étant que les gens qui découvrent qu'ils ont une immunité, ben, on leur donnerait un accès, littéralement une licence pour faire des choses que d'autres ne pourraient pas faire. Bon, quand on compare ces deux outils, les applications de traçage et puis on se rend compte que, ma foi, du point de vue je ne veux pas refaire toute l'argumentation du texte que j'ai écrit avec Vardit, mais du point de vue de l'égalité, qui est quand même un principe fondamental de notre société, les licences d'immunité, mon Dieu, ça pose des problèmes qui sont probablement beaucoup plus créer un déséquilibre dans l'ordre des valeurs d'une société démocratique et libérale beaucoup plus important que ne pourraient le faire des applications de traçage bien gérées. Donc, je crois qu'il faut effectivement se livrer à cet exercice comparatif. Le principe de proportionnalité qui est cher aux juristes est là pour nous aider en éthique également. Quels sont les outils qui nous permettent de minimiser, tout en atteignant un objectif important, de minimiser les atteintes à des valeurs que nous jugeons fondamentales? Merci beaucoup, super intéressant. Donc, je vais y aller un petit peu pour les outils de traçage, justement. Mélanie, vous êtes membre d'un comité de travail auprès de la Commission d'éthique en sciences et en technologie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le rôle de ce comité de travail-là et ce qui a été produit par le comité? Oui, en fait, c'est un comité qui s'est réuni à partir du 1er avril, puis l'objectif, c'était de se pencher sur justement les applications de traçage qui semblaient fortement en développement dans d'autres pays et qui étaient présentement analysées ici au Canada. Et en fait, comme l'application de Mila était celle qui était la plus connue et qui semblait être celle en voie de réalisation, je dirais, on a décidé de regarder cette application-là pour essayer de bien comprendre c'est quoi les enjeux éthiques qui découlent d'une application comme ça. Puis, ça a été assez bénéfique pour tous les membres parce que ça nous a donné la chance de comprendre exactement le fonctionnement de différentes applications de traçage et c'est pas vraiment ce qui ressort, par exemple, dans les médias. Hein. Déjà, quand on parle d'applications de traçage, pour avoir parlé à des collègues, automatiquement, juste le terme traçage, ça implique une surveillance et ça crée une résistance. Alors que dans le contexte du comité, on a eu l'occasion d'entendre différents développeurs qui développaient différents types d'applications ou des plateformes. Ça nous a permis de mieux évaluer
justement, de mieux évaluer dans quelle mesure certaines applications ou certaines conceptions d'applications pouvaient représenter des enjeux éthiques peut-être plus importants que d'autres, notamment au niveau du droit à la vie privée, de la discrimination aussi, dans quel contexte on devra les utiliser. Donc, on a décidé de faire un rapport d'étape, en fait, qui est évolutif. On a publié ce rapport-là plus tard au courant du mois d'avril. Et le rapport d'étape, finalement, ressort les principes éthiques qui, selon nous, devraient être pris en compte par un concepteur, mais par aussi les gouvernements qui décideraient d'adhérer à une application quelconque de traçage. Donc, c'était vraiment l'objectif du comité qu'on a toujours parce qu'on va publier sous peu des recommandations finales. Mais évidemment, les recommandations viseront tout type d'application de traçage et même, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que ce document-là puisse même servir à tout type d'application dans le futur. Par exemple, la question du respect de la vie privée, d'éviter la fracture numérique, c'est des principes qui sont applicables pas qu'aux applications de traçage, mais aussi à tout type d'application dans le futur. Merci. C'est justement, je pense que vous avez émis comme des conditions d'acceptabilité technologique. Oui. On sait que c'est des outils de traçage qui sont utilisés dans un contexte vraiment particulier, donc en temps de pandémie. Est-ce que vous pensez que ce serait différent si un tel outil était utilisé dans un autre contexte? Je pense par exemple à la Chine qui pense éventuellement peut-être rendre permanente son application qu'elle a utilisée pendant la pandémie. Donc, je suis curieuse de voir votre opinion là-dessus. En fait, ce qu'on fait clairement ressortir, c'est que la collecte d'informations doit être associée à des finalités qui sont claires et déterminées dans le temps. Donc, à partir du moment où tu collectes des informations pour déterminer ton risque, par exemple, d'avoir la COVID ou qui détermine une application qui détermine si tu as croisé quelqu'un qui était infecté, ben, en fait, ce type d'application-là, on devrait faire l'association entre l'application et un contexte de santé publique. Donc, à partir du moment où on n'est plus dans un contexte de santé publique, la raison pour laquelle on a collecté les informations, ben, en fait, n'est plus. Donc, il ne devrait plus y avoir ce type d'application-là. Il faudrait créer d'autres applications et avoir une finalité qui est différente et non pas un contrôle, un contrôle d'une pandémie dans un contexte de santé publique. C'est ce qu'on tente de faire ressortir aussi dans notre rapport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter à ce niveau-là? J'ai été temporairement expulsé de la réunion et donc j'ai manqué les dernières quelques minutes, les dernières quelques secondes, devrais-je dire. Donc, je vais m'abstenir. Si je poursuis dans les outils de traçage, avec l'application COVID, ce qui avait été prévu, c'est que les données de santé seraient recueillies par un organisme non gouvernemental, donc pas par le gouvernement. Donc, est-ce que vous pensez que ça a un effet sur l'acceptabilité dans la société? Puis c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Je peux peut-être rapidement intervenir, puis je ne parle pas du tout au nom de la commission, là, je parle vraiment en mon nom personnel, puis j'ai soulevé la dichotomie des perceptions présentement au sein de la population. Il semble vraiment qu'une partie de la population souhaite que les données qui soient recueillies dans un contexte d'utilisation de traçage soient en fait, géré par le gouvernement, mais il y a tout un autre volet de la population qui a vraiment peur que le gouvernement soit un peu comme Big Brother, puis qui utilise ces informations-là pour suivre leur déplacement. Lorsque j'avais publié un article vraiment léger dans la presse, il y a des gens sur LinkedIn qui m'ont dit moi, il n'est pas question que le gouvernement sache où je vais ou avec qui je dors. Donc, il y a cette crainte-là. C'est vraiment, il y a une dichotomie dans la perception. Et donc, c'est difficile de déterminer quels seraient est-ce que c'est une meilleure pratique que de dire il va y avoir une détention des données par le privé, mais qui va être bien gérée, il va pouvoir y avoir une possibilité de poursuite si jamais il y a un bris de sécurité, ou est-ce que c'est mieux que ce soit géré par le gouvernement? Je dois vous dire que, en fait, ce qui ressort par contre de nos discussions à la commission, c'est que c'est sûr que si on est dans un contexte de santé publique et puis que le concepteur souhaite recueillir des données, mais qu'ils soient connectés avec la santé publique, bien nécessairement,
il y a un lien qui est requis entre le gouvernement et le concepteur pour s'assurer qu'il y a une bonne gestion de la pandémie. Donc, ça c'est sûr que c'est un lien qui est assez incontournable d'une façon ou d'une autre. Donc, on n'a pas de solution quant à la structure de gouvernance idéale. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, là, collègues? Je peux juste ajouter deux phrases assez rapides, simplement pour faire référence donc, à un article qui est paru tout récemment dans The Lancet et qui a été écrit par Yoshua Bengio et collègues. Alors, ce n'est pas ici pour faire nécessairement la promotion de la COVID de 10 000 ans, etc., mais tout simplement pour donner un exemple tout de même. Je pense que on a beaucoup parlé au Québec de la COVID en particulier, de l'application qui avait été développée par la MILA, mais on a peut-être un peu perdu de vue aussi que derrière toutes ces craintes tout à fait légitimes dans l'exercice d'un débat public qui ont été exprimés, on peut, quand on lit un article comme il vient de publier dans The Lancet, voir vraiment, je vous encourage à aller chercher à quoi ressemblerait le concept de value design. Alors, l'idée qu'on ait pensé à confier ces données à un tiers arbitre, c'est bien parce que, à tort ou à raison, on a pris en compte la méfiance que le public pourrait peut-être avoir avec la possibilité de centraliser les données dans une instance étatique. Et dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser quand même à des formules hybrides, des modèles hybrides, un peu comme vous l'avez mentionné, Mélanie. Pourquoi pas avoir des tiers arbitres en qui on fait confiance, et la notion de confiance, de trust envers nos institutions sociales devient encore une fois, du point de vue des sciences sociales, un enjeu incroyablement fondamental pour réfléchir à toutes ces questions-là. Mais pourquoi pas, par exemple, confier le mandat de protection à une sorte de commission des droits de la personne qui servirait d'intermédiaire entre la santé publique et la compilation de ces données par une instance un peu plus privatisée. Alors, il y a toutes sortes de modèles comme ça. Et la raison pour laquelle je citais cet article-là, c'était tout simplement pour dire encore une fois que jusqu'à un certain point, les technologies sont neutres. C'est le contexte social préalable qui doit nous mettre en alerte. Et puis, dans la confection, dans le design des applications, là, on peut effectivement être attentif ou non à tous les enjeux sociaux qui ont été discutés sur la place publique. Avant de laisser la parole à Daniel, qui je pense a des choses à dire plus au niveau politique, je suis vraiment d'accord avec Rioa que cette idée de confiance, défiance est cruciale. Bon, ça ne serait pas le cas si c'était obligatoire. Là, en Inde, je pense que les gens sont obligés de télécharger l'appli, les enjeux de confiance, défiance, mais dans les pays où c'est volontaire, et c'est d'autant plus important qu'on est dans une structure où plus les gens téléchargent, plus les gens ont confiance, plus ça risque de marcher. C'est vraiment un truc systémique là, pour le coup. Donc, c'est du point de vue du design, de la création de ces applis, c'est vrai que c'est vraiment important d'évaluer dans quelle mesure le public va avoir confiance ou pas dans l'appli. Puis on sait que la confiance, ça dépend de plein d'affaires. La confiance des Français envers leur État versus la confiance des Canadiens envers leur État est très différente et c'est très, très contextuel. Je rajouterais peut-être deux mots à ce qui a déjà été dit. Comme là, on parle d'applications particulières, je crois qu'il y a un danger auquel on a peut-être un peu succombé, quand je dis on, la société québécoise, pas les personnes autour de la table virtuelle, à laquelle on a un peu succombé, qui est de mettre toutes les applications de traçage un peu dans le même panier et de focaliser sur le mot traçage et de se dire qu'il y a quelque part un Big Brother qui trace. Hein? Bon, je crois qu'une des vertus de l'application COVID, et peut-être d'autres, il y en a des dizaines qui sont proposées autour du monde, c'est en quelque sorte de faire de sorte que les données sont colligées à l'intérieur du téléphone de l'individu. Les données particulières sur les individus ne circulent pas à l'extérieur du téléphone intelligent de l'individu et au bout de 15 jours disparaissent, même de ce téléphone. Donc, il y a, je crois, l'expression « privacy by design », là, la vie privée par design, qui est une des parties les plus intéressantes, une des dimensions les plus intéressantes de l'application. Les données dont on parle sont plus des métadonnées, là, des données qui sont, disons, plus globales, plutôt que vraiment individualisées. Ça, il faut en tenir compte. L'autre point que je voulais mentionner, et ça revient à quelque chose, je crois que c'est Mélanie qui l'a dit, ça ressortait du point sur la neutralité technologique. Nous avons
souvent, et c'est le cas pour toutes sortes de choses, dans ma carrière, là, je pourrais probablement nommer 5 ou 6 nouveaux développements technologiques où on s'est dit, ma foi, nous venons de traverser un Rubicon éthique, la vie ne sera plus comme elle l'a été avant, il faut complètement réinventer l'éthique. Mais non, il y a toutes sortes de moyens par lesquels nous partageons allègrement des données sur nos vies privées avec l'État, avec des acteurs privés, mon Dieu. Avoir un téléphone dans sa poche, déjà, c'est d'accepter en quelque sorte, de faire de sorte qu'il y a plein d'instances qui vont savoir des choses sur ce que nous consommons, où nous allons. Je vais passer peut-être à une autre question, puis au pire, on reviendra avec Daniel quand il va être de retour avec nous. J'adressais ma question plus à Rioa. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les enjeux éthiques, les espoirs, les défis de l'intelligence artificielle en lien avec les inégalités de santé puis les crises humanitaires à l'échelle internationale? Oui, je ne sais pas, Daniel, si tu nous entends, mais malheureusement, on n'a plus de communication avec toi. Je ne sais pas si tu et pourtant, on était vraiment très intéressés à ce que tu avais à dire. Alors, je vais donc prendre la parole pendant le temps que tu prends pour essayer de te rebrancher à la conversation. Et donc, pour répondre à votre question, Cassandra, mais juste au rebond comme ça, en fait, je pense que je vais réviser et quand même amender ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est peut-être pas vrai que toutes les technologies sont axiologiquement neutres, c'est-à-dire qu'on confectionne délibérément une bombe atomique, ce n'est absolument pas moralement neutre. Alors, évidemment, mais pour revenir donc au déploiement des nouvelles technologies d'intelligence artificielle dans le domaine des inégalités de santé à l'échelle internationale, encore une fois, donc, je voudrais tout simplement citer le fait que c'est quand même relativement, c'est-à-dire c'est un domaine de recherche relativement nouveau, mais en même temps, il y a quand même une littérature très intéressante qui est déjà en train de se mobiliser à ces sujets-là. Je veux simplement citer, par exemple, les travaux de Sarah Davies, les travaux aussi de mes collègues, donc Teresa Handel et Verena Wild, avec qui on vient de soumettre un article qui parle justement des risques de stigmatisation raciale liés aux applications anti-pandémie, même si on pense qu'il y a peut-être quand même moyen de contourner ces problèmes-là. Et aussi les travaux de Matthew Hunt, un collègue avec qui j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer à titre de consultant donc des professionnels de la santé qui émanaient des milieux des ONG spécialisés dans donc l'assistance humanitaire en santé. Et ce qui est intéressant donc, c'est de savoir que par exemple, il existe déjà des réflexions qui ont été faites au sein de l'Organisation mondiale de la santé, notamment autour de Global Influenza Surveillance and Response System, où on réfléchit déjà sur ces nouvelles technologies rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. On pense aussi au concept de ITC, c'est les informations et communications, les nouvelles technologies d'information et de communication rendues possibles par l'intelligence artificielle. Alors, très rapidement, les bénéfices et peut-être les risques. Donc, dans un premier temps, c'est important de dire qu'on parle beaucoup de la fracture numérique. Oui, c'est un fait que ça peut exacerber la fracture numérique, mais ça peut aussi aider à les mitiger de façon analogue à la révolution, par exemple, des cellulaires à l'échelle internationale, qui a quand même eu aussi des bénéfices pour réduire la fracture numérique. On pourrait penser aussi des bénéfices d'intelligence artificielle dans ce sens-là. On pense au rôle positif de l'intelligence artificielle ou de ces nouvelles technologies d'information et de communication dans la prédiction et le suivi épidémiologique. Ça, évidemment, ça pourrait être un bénéfice pour pouvoir mieux identifier les meilleurs traitements qui seraient appropriés en fonction des sous-groupes de la population. Par exemple, pour mieux cibler où est-ce qu'on devrait installer, par exemple, des campagnes de vaccination, des cliniques de vaccination. On pourrait, par exemple, mieux penser les logistiques de containment. Je ne sais pas exactement comment le dire en français, mais justement, face à des pandémies, que ce soit l'influenza ou que ce soit la COVID-19. Donc, grâce à ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, les applications anti-pandémie, l'espoir d'avoir une meilleure communication, d'avoir une meilleure logistique pour essayer de contenir et éventuellement d'éradiquer donc ces pandémies. Dans le domaine des crises humanitaires, mais vous m'arrêterez si jamais ça prend trop de temps, c'est juste que les analogies sont vraiment intéressantes aussi parce qu'on a aussi pensé au déploiement des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle dans le contexte du tremblement de terre Haïti 2010, la crise de l'Ebola dans l'Afrique de l'Ouest en 2014, le tremblement de terre Népal 2015. Alors, à quoi peut-on penser? On peut penser, par exemple, grâce à ces nouvelles technologies de géolocalisation et même au déploiement des drones. Et là, vous voyez évidemment les risques aussi se profiler à l'horizon
penser à, comment dire, faire des maps, des cartes, une cartographie des contextes de crise humanitaire, presque dans l'immédiateté. Enfin bref, il y a toutes sortes de détails dans lesquels on pourrait rentrer, mais on n'a pas le temps. On pourrait penser à la télémédecine qui a été rendue possible, qui pourrait être rendue possible justement grâce à l'intelligence artificielle. Les prédictions de crise, même de l'analyse de médias sociaux qui pourraient nous donner une meilleure idée justement de quel type de crise sociale en lien avec des crises sanitaires on devrait redouter ou appréhender ou essayer de mitiger pour l'avenir. On pourrait penser à un meilleur partage d'informations pour ne serait-ce que pour faciliter la réunification de familles en contexte de séisme, par exemple, quand tout le monde est éparpillé. La coordination, une meilleure coordination des informations entre les ONG humanitaires, le meilleur transfert des dossiers numériques des patients qu'on pourrait aussi consulter à distance. Ça aussi, ça peut amener un tas de problèmes, mais bon, enfin, etc. Des choses encore plus concrètes, comme par exemple faciliter le transfert d'argent par Interact, par exemple. Lorsque nous suivons, par exemple, des populations qui sont sur des trajectoires de migration, des réfugiés, etc. Tout ce genre de trucs comme ça qui seraient rendus possibles par de nouvelles technologies. Par contre, les enjeux éthiques sont en effet toujours les mêmes, c'est-à-dire la confidentialité des données. Par exemple, si on fait des cartographies, est-ce qu'on va les laisser disponibles à la vue de tous? C'est évidemment un grand problème. Comment on fait pour s'assurer du consentement à ces données massives? Comment on essaie de mitiger les problèmes de stigmatisation? Savez-vous que, par exemple, dans le contexte de la COVID-19, il y a eu en Slovaquie et en Roumanie des confinements des quartiers roms. Ce sont des quartiers complets qui ont été confinés, qui ont été encerclés. Et c'est pour ça qu'on parle véritablement des risques de stigmatisation dans des contextes de surveillance où il y a des violations de droits humains fondamentaux qui peuvent aussi être justifiées sous mesure d'urgence ou d'exception sanitaire, etc. Encore une fois, la question des relations, à quelles instances on va confier toutes ces données-là, la coparticipation parfois des partenaires militaires qui sont, comme vous le savez, avec l'histoire de l'Internet, à l'avant-garde aussi du développement de ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle. Quand on les transpose ensuite à la société civile, ça peut aussi susciter toutes sortes de problèmes de réflexion. Ça peut exacerber donc toutes les inégalités, les injustices sociales dont on parlait. Ça peut aussi exacerber le risque d'isolationnisme en santé, c'est-à-dire que tout ce partage d'informations à l'échelle internationale, mais qui, en bout de ligne, inciterait les États à fermer la frontière et à se confiner dans une forme d'isolationnisme national, donc, et qui, comment dire, qui risquerait de vouloir conserver ces données de façon égoïste, donc au nom de la sécurité nationale, etc. Il y a toutes sortes de choses comme ça, on peut parler bien longtemps. Il y a aussi une série de recommandations, je ne sais pas si on a le temps de parler de ça, mais c'est tout simplement pour faire une sorte de cartographie des risques et bénéfices à l'échelle internationale. Oui, il y a des bénéfices réels que l'on pourrait espérer de l'intelligence artificielle, mais il faut réellement une réflexion préalable sur les enjeux éthiques que tout cela peut également susciter. Alors, j'ai peut-être un peu perdu le point. Le point que je voulais amener, c'est que il y a toutes sortes de manières par lesquelles nous partageons déjà des informations sur nous-mêmes et nous avons des mécanismes de gestion imparfaits, perfectibles de gouvernance de ces données. Et une première chose que nous pourrions faire avant de réinventer la roue, c'est de voir un peu quelles sont les logiques et les manières de faire encore une fois le compromis entre la gestion par l'État, la gestion par des instances externes, comment concilier en quelque sorte ou faire de sorte que nous évitions le pire de ces deux modes de gestion qui sont déjà présentes dans d'autres mécanismes par lesquels nous faisons la gestion, la gouvernance du partage de nos données. Et bon, encore une fois, plutôt que de réinventer la roue, allons voir un peu ce que nous faisons déjà. Je suis désolé pour ça. Et l'exemple du cannabis, c'était un avocat américain qui nous disait, si vous ne voulez pas avoir de problème à la frontière, le simple fait d'avoir un téléphone dans votre poche, vous savez, vous envoyez toutes sortes d'informations, entre autres au gouvernement américain, qui risque de savoir que vous avez été à la Société québécoise du cannabis. Et donc, n'entrez pas avec votre téléphone. Vous partagez déjà beaucoup d'informations de ce simple fait. Vraiment, donc je vais passer directement aux questions du public. J'inviterai, si vous avez des questions, encore une fois, à les poser dans la fonction Q&R. Donc, on en a une première qui a été posée plus au début de la réunion qui demandait de clarifier que recouvre le principe de neutralité technologique. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur cette question. Ben, en fait, c'est un principe qui se retrouve même dans le Code civil, puis je vais y aller avec
un exemple qui est propre à mon domaine. Je vais sortir de l'intelligence artificielle juste pour pouvoir imager le principe. Dans les conventions internationales en propriété intellectuelle, on fait beaucoup appel au principe de neutralité technologique. C'est-à-dire que, par exemple, on ne doit pas, dans une loi, octroyer plus ou moins de droits de propriété intellectuelle à une technologie parce qu'elle est dans un domaine particulier. Par exemple, les médicaments ne pourraient pas faire l'objet d'une protection de brevet qui serait moins longue parce qu'ils sont dans le domaine de la santé et que c'est une technologie qui est particulière à laquelle, en fait, dont on dépend. Donc, ça, c'est le principe applicable. Si je reviens au Code civil, c'est de dire, par exemple, une signature électronique vaut une signature qui est à la main. Donc, c'est ça le principe de neutralité technologique, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est face à une technologie que les principes applicables à d'autres, aux non-technologies ne seront pas aussi applicables aux technologies. Je ne sais pas si vous voulez clarifier encore plus peut-être au niveau de votre perception de comment ça s'applique dans un contexte éthique. En éthique, c'est souvent, il y a souvent cette idée que une technique est ni bien ou mal en soi, tout dépend de comment on l'utilise, qui est un principe débattable. Peut-être que j'ajouterais, parfois, en éthique, on est aussi confronté au problème de l'impératif technologique, surtout dans le domaine de l'éthique médicale. Alors, parce qu'il existe une nouvelle technologie, on pense que nous sommes dans l'obligation morale de la déployer. Et ça donnait lieu, par exemple, à tout le problème sur l'acharnement thérapeutique. Et puis, ça donnait lieu à des problèmes inédits sur le plan éthique, par exemple, le droit au suicide assisté, etc. Alors, l'impératif technologique, il faut quand même, en prendre garde. Et également, dans le contexte de l'intelligence artificielle, alors Daniel faisait référence tout à l'heure à la rapidité dans laquelle nous sommes tous plongés en tant qu'éthiciens ou en tant que scientifiques, etc. Nous sommes dans un tourbillon, ça va tellement vite parce que nous sommes effectivement confrontés à une situation d'urgence. Mais en même temps, ce qu'il faut quand même, je pense, prendre en considération, c'est un principe de précaution temporelle parce que surtout au niveau des nouvelles technologies, puis on l'a vu par exemple avec le déploiement des technologies de géolocalisation dans des contextes de crise humanitaire où il y a eu des formes de cartes qui ont été diffusées sans le consentement des populations qui étaient donc visibles sur ces cartes et qui pouvaient encourir des risques de retaliation dans des contextes de conflits armés, etc., etc. It cannot be undone. Le problème, c'est qu'une fois que c'est là, c'est très difficile d'effacer justement la trace numérique de certaines choses qui ont été faites sans réflexion éthique préalable. Et c'est la raison pour laquelle, donc, je pense qu'il y a un principe de même que le principe de proportionnalité s'applique ici, il y a un principe de précaution et aussi dans une échelle temporelle, même face à l'urgence, il faut parfois prendre le temps, même si effectivement ça peut se dénombrer en termes de sacrifice de vie et c'est pourquoi c'est un dilemme tragique lorsque nous sommes dans des contextes d'urgence morale et d'urgence sanitaire. Mais comme disaient mes collègues, à chaque fois, c'est essayer de pondérer à travers ces dilemmes tragiques au meilleur de nos capacités, avec les meilleures intentions possible, ce que nous pensons être la meilleure voie. Peut-être pour ajouter un élément, il y a aussi quelque chose qui est très compliqué, c'est l'effet cliquet, c'est-à-dire qu'on avance, puis c'est comme si on avance dans certaines technologies, on a l'impression qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Là, on ne va pas revenir en arrière sur l'électricité, on ne va pas revenir en arrière sur l'informatique, on ne va pas revenir en arrière sur le nucléaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ça. Et avec les applications, il y avait ce danger. Je me souviens les premières réunions, il y avait d'ailleurs Daniel Rioa qui était là. Dans les dangers qui arrivaient, bon, il y avait cette histoire de stigmatisation, mais aussi ce côté pente glissante avec effet cliquet où on ne peut plus… on se dit, OK, si on va là, est-ce qu'on pourra revenir en arrière une fois que la crise sera terminée, par exemple? En fait, le problème avec l'IA puis numérique, je vais juste terminer là-dessus, c'est qu'en fait, c'est vrai que le principe de neutralité technologique s'applique, mais pour ce qui est de ce qui est non technologique, il existe des principes sur lesquels on s'est entendu, tandis que pour l'IA, et en fait, ce qu'on pourrait considérer comme non inclus comme l'IA, là, le machine learning qu'on associe souvent à l'IA, mais
selon les experts, qui ne fait pas partie de l'IA, bien, en fait, il manque de lignes directrices. En fait, on a plein de documents normatifs, mais le fait qu'on ait tant de documents normatifs fait, selon moi, en sorte que les concepteurs ne s'y retrouvent plus, en fait. Donc, là, je fais mon avocate, là, possiblement, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à un moment où il faut des lignes directrices claires qui peut-être devront se retrouver plus dans des lois. Puis, si ce n'est pas dans les lois, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas déjà, parce que je veux dire, ça doit faire 3 ans que j'entends des conférences sur le sujet de l'IA et on soulève toujours les mêmes enjeux au niveau éthique. Je ne comprends pas qu'on ne se soit pas déjà entendu au niveau international pour faire en sorte qu'on ait des normes qui soient quasi juridiques. En fait, je fais un peu référence aux bonnes pratiques cliniques. Disons, on a des bonnes pratiques cliniques pour les essais cliniques. Ce n'est pas un document normatif qui correspond à des lois, mais c'est des normes sur lesquelles on s'est tous entendus et on les respecte, en fait. Et c'est un guide qui est clair pour ceux qui font les essais cliniques. Pourquoi on n'a rien encore, alors qu'il semble qu'on s'entende tous sur, tous les éthiciens et même les juristes, sur l'importance d'établir des règles claires et des normes et des bonnes pratiques quant au développement de l'IA et à son utilisation. Si je peux je pense que vous avez parfaitement raison, mais jusqu'à un certain point, vous avez également nommé le problème. Si on se dit qu'il nous faut des normes à l'échelle internationale, on sait qu'il n'y a pas d'instance comme un gouvernement national à l'échelle internationale qui peut dire, écoutez, dans le contexte du prochain Parlement, là, on va s'assurer que le projet de loi X sur l'IA va être voté par le Parlement. On sait que l'adoption de normes à l'international, ça se fait de manière beaucoup plus organique et donc de manière beaucoup plus à tâtons, de proche en proche. Vous avez dit 3 ans. Dans la vie normale, 3 ans pour le droit international, c'est pas très long. Hein? Et là, tout d'un coup, 3 ans, ça devient ridiculement long parce que nous voilà avec une urgence devant nous. Et la question est de savoir comment... bon, nous avons des propositions, la Déclaration de Montréal, que nous n'avons pas encore nommée jusqu'à maintenant, à moins qu'on l'ait nommée pendant que j'ai été expulsé de la réunion. Bon, pourrait faire son chemin, mais on sait que c'est un chemin qui est long, qui est tortueux, qui exige que toutes sortes d'instances. C'est vraiment plus une sorte de paysage institutionnel médiéval plutôt que cartésien, rigoureux, qui donne lieu à l'adoption de normes internationales. Donc, comment accélérer ce processus-là, n'étant pas du tout juriste international, je n'en ai pas la moindre idée. Je reviens à une des remarques que Rioa a faites, là, que c'est une chose que de penser à ces questions-là au niveau du Québec. C'est une autre chose de tenir compte de tous les aléas éthiques qui pourraient se manifester à l'échelle internationale. Et ça rend la question de savoir comment y aller rapidement encore plus complexe. Et vous avez raison que pour les concepteurs, ils ont l'impression d'avoir affaire à une sorte de chaos là, un peu anarchique, de propositions pas tout à fait contradictoires, mais pas tout à fait convergentes non plus. Nous devons trouver un moyen de nous en sortir. Effectivement, je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose, à la fois un problème et sur le niveau de difficulté là, très élevé là, de résolution de ce problème. Si je peux conclure dans la foulée de ce que Daniel a dit, oui, et en tant que philosophe politique intéressé par les relations internationales, c'est éminemment pas encore plus complexe, mais en fait, les enjeux sont incroyables. D'autant plus que je pense être très, très intéressant aussi pour les politologues et nous tous en sciences sociales, c'est de vraiment analyser en profondeur le lien entre la nature du régime politique d'un pays et l'impact en santé dans la gestion et l'impact aussi en termes de violation ou de respect des droits humains fondamentaux dans le contexte d'urgence sanitaire mondiale déclarée tel que la COVID-19. Simplement aussi pour vous dire que je crois qu'il est plus que jamais important de se rappeler que les nuances sont toujours
absolument crucial, c'est-à-dire que c'est toujours, on perd de vue la possibilité d'avoir des positions qui sont difficiles à articuler sur la place publique parce qu'il y a tellement de virgules, il y a tellement de parenthèses, il y a tellement de... Mais nous sommes plus que jamais à l'ère des fake news et puis des fausses vérités, etc., devant l'obligation d'avoir des positions les plus nuancées face à la complexité énorme des enjeux auxquels nous faisons face. Et pour terminer, donc, il y avait une série de recommandations qui rejoignent un peu les préoccupations de Mélanie auxquelles je voulais aboutir. Par exemple, dans le domaine humanitaire, il y a depuis 1997 des espèces de soft law. C'est pas, donc Mélanie, soft law, c'est du droit mou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en l'absence d'un gouvernement mondial, on peut pas, il y a pas vraiment de force, de contrainte et de mécanismes de sanctions coercitives, mais on peut peut-être faire appel à une forme de droit mou ou à des conventions normatives. Par exemple, dans le domaine de l'humanitaire, on a ce qu'on appelle le Sphere Project, des espèces de déclarations communes. On pourrait penser, par exemple, vous saviez-vous qu'en janvier 2019, on était déjà à la 4e réunion de l'Organisation mondiale de la santé et de leur sous-groupe Intelligence artificielle for Health, AI for Health, en tout cas AI 4H. On en était à la 4e réunion, donc de toutes ces réflexions-là. Et là, je serais un peu d'accord avec Daniel que dans le fil de l'histoire de l'humanité, 4 ans, 3 ans, on est tout début. On peut, mais ce qui est évidemment tragique, c'est que le temps presse parce que nous savons qu'il y a des vies en cause qu'on pourrait sauver peut-être, mais en même temps, je crois qu'il faut œuvrer avec prudence, même si parfois, malheureusement, ça prend un peu plus de temps, mais consolons-nous en nous disant que 3-4 années dans l'histoire de l'humanité, on est au tout début là, et je crois qu'on ne devrait pas trop être angoissé par l'urgence de la situation dans ce sens-là, quitte à prendre des... Parfait, merci beaucoup. On a quand même quelques questions. Je vais y aller avec la prochaine de Delphine. Comment adresser la latence entre la mise sur le marché de nouvelles solutions IA et le temps nécessaire pour mettre en place un cadre éthique pour réguler ces solutions? Par exemple, les solutions applications IA arrivent, à commencer par les solutions d'armement. Comment pousser l'adoption d'un cadre a posteriori ou mieux qui pourrait empêcher de mettre sur le marché des solutions non conformes? Moi, je crois que c'est Martin qui doit répondre à cette question. C'est hyper technique. J'ai pas de... Non, on fait ce qu'on peut et on utilise ce qu'on sait déjà. Comme disait Daniel, il n'y a pas à réinventer non plus la roue à chaque fois. Si on développe une technologie, puis elle stigmatise clairement les personnes, on peut tout à fait l'anticiper. Après, il y a des choses qu'on ne pouvait pas anticiper qui arrivent, et puis là, on se remet à penser en se disant, OK, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une loi pour telle ou telle affaire? Mais je n'ai pas de réponse bien plus... Enfin, si je peux me permettre peut-être de dire quelque chose, et ça va être extrêmement à tâtons. Je crois qu'il y a, et là peut-être qu'il y a un début de... Jusqu'à maintenant, on a été très consensuel autour de la table, ce serait quand même inhabituel pour un débat entre éthiciens, philosophes, juristes, qu'il n'y ait pas au moins une pointe de désaccord. Il y a un principe qui pourrait nous guider. Moi, c'est un principe que je trouve problématique, qui est le principe de précaution. Le principe de précaution nous dit essentiellement que si on voit un danger à l'horizon, n'attendons pas que toutes les données rentrent pour l'éviter. Le problème, c'est qu'il y a des dangers, dans le contexte dans lequel on se trouve, entendons-nous, il y a des dangers de toutes parts. Le principe de précaution a tendance à sous-estimer les dangers liés au statu quo, à la non-adoption. Et donc, je crois que donc, c'est un principe pour moi qui pose problème de manière générale. Bon, évidemment, le contre-argument, c'est une fois qu'on a adopté quelque chose, on ne pourra jamais revenir en arrière. Et le défi, je crois, c'est de se doter non seulement de principes, d'idées, mais également de mécanismes qui nous permettent de lutter contre cette fatalité. L'idée que, soit par rapport aux dangers qu'on voyait déjà venir, soit par rapport aux dangers qu'on ne voyait pas venir et qui nous frappent à la figure une fois une technologie ou une politique adoptée, il nous faut toujours avoir des mécanismes concrets de rétroaction. Hein. Étant donné ce que nous savons maintenant, changeons notre fusil d'épaule ou adoptons une réglementation plus stricte. Je crois qu'il y a des gens, il y a des intérêts économiques, technologiques, scientifiques
qui ont intérêt à nous faire croire que une fois que c'est adopté, c'est trop tard, les éthiciens, vous pouvez aller vous coucher, les juristes, etc. Mais je crois qu'il n'y a rien de cela. Nous pouvons penser à toutes sortes de technologies très simples dans lesquelles nous mettons en vigueur ce principe de rétroaction. On met la station de Bixi ici, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Le soir, on la change de place. Il y a toutes sortes de choses dans nos vies où le principe de rétroaction est utilisé. Pourquoi pas par rapport aux technologies, par rapport auxquelles on nous dit « Ah, écoutez, une fois que c'est adopté, c'est la fatalité qui l'emporte. » Ouais, d'autant plus, et là je suis un peu d'accord avec toi, mais pourquoi juste un peu? D'autant plus que ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il suffit d'une mise à jour, quoi. Voilà. Autant un humain, mettre à jour un humain, c'est super long, ça prend 15-20 ans. Autant mettre à jour une application, c'est quasiment instantané. Donc, c'est vrai qu'on pourrait profiter de ça. Dans la proposition de Mila, et puis c'est peut-être le cas d'autres propositions d'appli anti-pandémie, moi, j'aimais bien l'idée de justement que ça va comme s'auto-détruire une fois que qu'on n'en aura plus besoin. Je me demandais d'ailleurs si c'est quelque chose de relativement nouveau ou s'il y a déjà si on a déjà eu comme ça des technologies qui disent d'avance on est provisoire. Et je n'ai pas d'exemples qui me sont venus en tête. Donc ça, c'était une innovation que je trouve vraiment intéressante. Oui, juste au sujet du principe de précaution, en fait, je pense que Daniel a tout à fait raison. C'est peut-être le principe de précaution invoqué ici, pas dans toute la lourdeur de la littérature sur le principe de précaution, mais tout simplement pour le distinguer d'un principe de précipitation. C'était essentiellement ça, mon propos. Mais il en demeure pas moins qu'en fait, il y a un truc qui est vraiment important, je pense, de rappeler, c'est que parfois le statu quo est encore beaucoup... il faut dépasser le statu quo. Et dans ce contexte-là, il y a une chose aussi qui, je pense, est très importante à rappeler. Je dois avouer être relativement enthousiaste par rapport aux nouvelles possibilités que l'intelligence artificielle peut, nous faire espérer pour mitiger les inégalités de santé à l'échelle internationale. Encore une fois, de façon analogue à la révolution des cellulaires, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices qui pourront en découler. Et donc, dans ce contexte-là, il ne faut pas démoniser, il ne faut pas diaboliser justement l'intelligence artificielle, même si, encore une fois, je pense qu'effectivement, il n'y a pas, je veux dire, la précipitation peut aussi entraîner des écueils et des écueils sociaux qui sont formidablement comme inquiétants. Et dans ce contexte-là, je pense que quand même, on peut et on doit prolonger parfois la réflexion éthique autour de ces enjeux-là. Parfait. Je vais passer à une autre question qui, je crois, plus s'adresser à Mélanie. Savez-vous si la commission d'éthique s'est basée sur un audit de l'app du Mila pour étayer sa réflexion? Elle s'est basée sur, je m'excuse, sur... Un audit, comme si vous avez analysé l'application en tant que telle. Non, on n'a pas. Nous, on n'a pas. On ne s'est pas basé sur un audit. En fait, on a parlé directement aux gens de chez Mila pour pouvoir comprendre la technologie. On a posé plein de questions. C'est pas moi qui ai posé les questions techniques, là, mais sur le fonctionnement exact de l'application, qu'est-ce que ça impliquait en termes de collecte de données. On a posé beaucoup de questions aussi sur qu'en était-il du respect de la vie privée, comment c'était protégé. Donc, on a eu beaucoup de réponses à cet égard-là. Et je dirais, pour avoir parlé aussi à d'autres concepteurs et développeurs, on voit, on comprend les enjeux lorsqu'on comprend bien l'application. Puis c'est le défi, je crois, actuellement pour créer la confiance au sein de la population, parce que c'est ce qui crée la résistance, le manque de confiance actuellement. C'est de vulgariser le fonctionnement d'une application. Puis comme Daniel le disait, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Hein. On passe d'une application qui est située ici au niveau d'un spectre et on va jusqu'à l'autre bout du spectre en termes de construction d'application, de qu'est-ce que ça implique en termes de surveillance, par exemple, en termes de collecte d'informations, en termes de fiabilité. Et c'est le défi de vulgariser cette information-là parce qu'en fait, ce qui est arrivé peut-être, c'est qu'on a voulu, chez Mila, donner beaucoup d'informations pour créer cette confiance-là parce qu'on sentait qu'il y avait de la méfiance. Et peut-être qu'en donnant beaucoup d'informations, parfois, ça crée aussi
des questions, ça crée d'autres questions. Peut-être que c'est ce qui est arrivé en Spotify. Je ne sais pas si vous connaissez l'application, mais on a très peu entendu parler. Moi, j'ai vu aucune réaction dans les médias ou presque pas en lien avec Spotify. Donc, Shopify. Shopify, je vis toujours Spotify. Shopify, merci, effectivement. Donc, en fait, je me suis demandé, comment on fait pour atteindre un équilibre en termes de transmission d'informations pour générer la confiance, puis en même temps, je ne suis pas certaine, c'est comme encore, je reviens souvent aux essais cliniques, comme je travaille beaucoup dans le domaine du médicament, c'est beaucoup mon point de référence. Quand on fait un essai clinique, on ne peut pas donner toute l'information aux patients sur comment fonctionne le médicament, c'est quoi tous les effets et tout ça. Il faut bien vulgariser l'information pour s'assurer qu'on a un consentement qui est éclairé de la part du patient. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de l'application. Je me demande si il faut donner de l'information pour s'assurer qu'il y a un consentement éclairé, mais le fonctionnement, par exemple, il y en a beaucoup qui se demandaient le fonctionnement, comment l'application réfléchit. Est-ce que ça, on donne toute cette information-là ou pas? Vous voyez, j'ai plein de questions en fait, mais je me demande quel est le meilleur équilibre à atteindre. Si je peux, c'est une question éthique. Pour moi, c'est une question qui est technologique jusqu'à un certain point, mais elle est également éthique. Moi, je m'intéresse beaucoup aux propositions de politique publique qui exigent un haut niveau de performance de la part des usagers. Il y avait une étude qui a été faite une fois sur l'utilisation que les gens font, ça va vous sembler par rapport, mais c'est un rapport, les sièges de bébés qu'on met dans les autos. Et on découvre que quelque chose comme 10% de la population en fait une utilisation correcte. Et en fait, quand on regarde, bon, c'est pas de l'IA, là, mais c'est quand même assez compliqué de le mettre correctement dans la voiture. Et donc, il y a, je dirais, comme le disent les Anglais, un sweet spot à atteindre entre, d'une part, des technologies qui sont tellement gros sabots et simplistes qu'elles ne servent à rien, et des technologies qui sont extrêmement fines, dans l'information qu'elle collige, dans l'information qu'elle donne à l'utilisateur, mais qui présuppose un niveau, disons, de fonctionnement et de connaissance de la part de l'utilisateur qui est un peu irréaliste. Donc, Shopify, ce que je comprends, c'est que c'est un truc purement binaire. C'est par rapport à COVID, c'est nuit et jour, là, en termes d'informations que ça donne. Le problème, et je ne sais pas du tout si, c'est un problème auquel je crois que COVID va devoir s'adresser dans la mesure où c'est déployé quelque part. Ça ne sera pas, semblerait-il, au niveau du Canada, mais il se pourrait que d'autres juridictions décident de l'adopter. C'est d'outiller les gens pour que ça ne devienne pas, en quelque sorte, une source d'angoisse. Avoir dans son téléphone un truc qui nous envoie de l'information, mais qu'on ne comprend pas, concernant notre état de santé, ça peut être quelque chose la volonté, c'est une volonté dont j'approuve absolument. C'est d'outiller les gens, de les empowerer, de leur donner des moyens dans leur poche, de guider leur propre trajectoire à travers cette pandémie. Mais en étant trop complexe, est-ce que le risque n'est pas, au contraire, de les, pour utiliser un barbarisme, désempowerer? Il y a un équilibre sans doute à atteindre. Shopify est loin, d'après ce que j'ai pu comprendre, de cet équilibre. C'est très, très simple, simpliste peut-être même, mais il y a une question à poser pour les gens qui voudraient mettre de l'avant des applications qui sont plus, et de manière éthiquement importante, plus fines. Si je peux me permettre, donc, pour ne pas employer le terme de principe de précaution, puisque je vois que peut-être que j'ai abusé de ces termes-là sans vraiment connaître la littérature dont certains de mes collègues se méfient, mais donc, en invoquant le principe de non-précipitation, peut-être qu'on pourrait arrimer ça avec une conception plus heuristique. Justement, on parlait de politique publique. L'idée, c'est que puis ça a été discuté aussi dans le contexte des crises humanitaires, c'est-à-dire le risque de susciter des expectations, de susciter des attentes qui ne seront pas finalement remplies par quoi que ce soit d'autre en termes d'alternatives. Ce que je veux dire par là, c'est que et apparemment, il y a des études qui démontrent que, par exemple, certains groupes sociaux qui sont stigmatisés déjà par rapport, par exemple, de façon raciale, vont hésiter à vouloir même volontairement se déclarer dans ces
dans ces applications anti-pandémie, si la seule issue de cela, c'est par exemple de confiner tout un quartier. Je parlais justement des quartiers roms qui ont été complètement bouclés. Supposons des Chinatown. Évidemment, il y a vous êtes au courant de cette stigmatisation raciale envers les personnes asiatiques dans le contexte de la COVID-19. À quoi ça servirait à une personne asiatique, de se déclarer volontairement dans une application anti-pandémie si, au fond, la seule conséquence qui va en découler, c'est que tout le quartier va être bouclé. S'il n'y a pas quelque chose comme des politiques publiques qui garantissent aux utilisateurs de cette pandémie que non, vos inégalités ne seront pas encore plus exacerbées par la mise en quarantaine, par ces gestions de surveillance, etc., sous prétexte que ça aide les recherches épidémiologiques, c'est là où il faut, je pense, résister à une forme de précipitation qui ne prend pas suffisamment en compte la complexité multidimensionnelle qui doit accompagner la mise en application des nouvelles technologies dans un contexte social. Merci. Je ferais juste un petit mini-lien avec le terme « audit », par contre, qui a été soulevé dans la question, parce que je pense que ce qui manque aussi présentement, c'est justement un mécanisme d'audit. Par exemple, je sais qu'il y a des compagnies qui peuvent faire évaluer leur application par certaines firmes pour voir si elles correspondent bien au modèle de Privacy by Design. Mais une fois qu'on a disons, ce saut de conformité-là, il n'y a rien, une fois que l'application elle est utilisée, puis qu'on continue à collecter des données, puis peut-être qu'on développe d'autres finalités, il n'y a rien il n'y a aucun mécanisme de surveillance. Puis on parlait du principe de précaution, puis je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Je veux dire, encore une fois, je fais référence aux médicaments. Souvent, on va commercialiser un médicament, puis on a des bases en termes de preuves au niveau de l'efficacité puis de la sécurité, mais une fois que le médicament va être commercialisé de façon importante, c'est là où on aura plus de données sur ce qu'il a comme implication en termes d'effets secondaires. Mais il existe une structure qui permet, en fait, d'assurer le suivi, qui implique un mécanisme pas de soumission de plainte, mais de déclaration d'effets indésirables. Il y a tout un mécanisme qui est attaché à ça pour générer la confiance. Donc, peut-être que c'est ce qui manque, en fait, au niveau de tout ce qui est application IA numérique, un mécanisme d'audit qui nous assurait qu'une fois qu'on a cette application-là, qu'il y a une surveillance de la part d'un tiers pour s'assurer qu'effectivement, son utilisation correspond aux finalités qui sont énoncées, puis qu'on peut la retirer une fois qu'elle est démontrée comme étant plus acceptable, si jamais elle devient non acceptable. Je vais passer, on a quelques questions encore, puis on est rendu un petit peu tard. Vraiment rapidement, est-ce que le comité a considéré à la fois les applications de traçage standard et les applications d'exposure notification comme COVID? Si oui, quelle technologie a été jugée la moins attentatoire d'un point de vue éthique? On ne s'est pas prononcé, en fait, sur aucune application. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire ressortir les normes éthiques qui devraient être applicables dans la détermination, en fait, qui devraient être. On voulait déterminer les normes éthiques qui représentaient les critères d'acceptabilité sociale des applications qui pourraient être développées dans le contexte de la COVID. Donc, on n'a pas appuyé aucune application. Ce qu'on a fait, c'est vraiment d'essayer de voir, compte tenu de ce qui se développe, c'est quoi les critères ou les normes éthiques qui nous semblent incontournables pour que l'utilisation ou la commercialisation, entre guillemets, d'une application soit acceptable en termes d'éthique. Parfait, merci. En parlant de loi, pensez-vous que le projet de loi 64 peut mieux encadrer le développement de l'IA au Québec? Mais je ne veux pas être toujours celle qui intervient, donc je vais laisser la parole. Non. Je pense qu'on aurait intérêt à entendre notre juriste parler sur cette question. Moi, je serais très intéressée à vous entendre. Je n'ai pas terminé la lecture du projet de loi. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est presque un copier-coller de la réglementation européenne.
qui a été adopté il y a quelques années, 2017 ou 2018, je ne me souviens plus, là, le RGPD. Et bref, on y inclut, en fait, ce que je prône depuis très longtemps, là, des pénalités beaucoup plus importantes s'il y a un non-respect des obligations en termes de protection de la vie privée. Donc, on suit encore le RGPD. Là, on veut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Il y a aussi, on introduit le droit à l'effacement. Donc, on pourra faire effacer les données qui sont recueillies. Bref, le projet de loi se colle sur la réglementation que l'on considérait jusqu'à présent comme étant la plus sévère en termes de protection de la vie privée. Je suis curieuse. Il y aura, semble-t-il, une commission parlementaire à l'automne sur le sujet. Donc, c'est pas la loi encore, hein, c'est vraiment le projet de loi. J'ai hâte de voir quelles sont les réactions. J'ai essayé de voir jusqu'à présent quelles étaient les réactions, par exemple, des développeurs d'outils technologiques qui font appel à l'IA, par exemple. J'ai rien vu pour l'instant. Ce qu'on me dit, c'est que le projet semble développé en suivant donc la réglementation européenne, mais sans prendre en compte nos réalités québécoises. Donc, je dois creuser le sujet pour voir ce que ça implique exactement. Mais déjà, on va beaucoup plus loin que là où on était. Donc, c'est sûr que si le projet de loi est adopté, il y aura une protection beaucoup plus importante. En fait, on a dit que c'est un projet de loi qui a du mordant. On avait les principes qui étaient dans nos lois actuelles, c'est des principes sur lesquels on pouvait très bien se baser pour développer, selon moi, de façon acceptable et responsable, des innovations technologiques. Mais les lois étaient rédigées de façon tellement large qu'on pouvait aller là et là. Donc, on pouvait avoir des applications qui étaient... qui conférait une protection de la vie privée qui pouvait être considérée comme étant non acceptable. Donc, ce projet de loi va guider certainement, s'il est adopté, les développeurs de technologie, puis il est beaucoup plus exigeant. J'aurais une dernière question qui fait un peu référence à une question qui a été posée Moi, plus tôt. je vais devoir vous laisser, malheureusement, comme il est 2h30 et que j'ai une autre rencontre. Je suis vraiment navré. Pas de problème. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Au revoir. Pour les autres, il nous reste seulement une question, puis on va pouvoir clore avec ça. Donc, on sait que le téléphone intelligent n'est pas accessible à l'ensemble de la population. Entre autres, les personnes âgées et les personnes à faible revenu ne sont pas nécessairement les utilisateurs de cette technologie. Pourtant, ce sont les personnes qui pourraient, semble-t-il, en bénéficier le plus dans un contexte de pandémie. Devrions-nous donc nous questionner sur la pertinence d'une application de traçage dans ce contexte? Moi, je peux dire un mot parce que c'est effectivement un argument que j'ai vu passer plusieurs fois et je trouve que c'est un mauvais argument. Pourquoi je pense que c'est un mauvais argument? Parce que comme la pandémie, c'est un truc systémique, c'est comme si tout le monde n'est pas vacciné, on a quand même, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait le plus haut taux de vaccination et ça protège les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc là, c'est sûr que les personnes âgées, des personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent n'auront pas accès à ça. Mais si le reste de la société ou une partie du reste de la société utilise l'appli, ça fait quand même, c'est quand même aussi bénéfique pour elles. Alors évidemment, ça ne signifie pas, mais ça, personne n'a jamais prétendu que les applications anti-pandémie étaient suffisantes pour régler le problème, mais ça peut aider les personnes qui vont télécharger l'application directement, mais indirectement, à cause de cet aspect systémique, là, comme pour les vaccins, ça peut aussi aider les personnes qui ne possèdent pas de téléphone intelligent. Merci. Donc, on a eu vraiment la dernière question. Pensez-vous qu'on devrait développer un droit collectif sur les données, étant donné qu'il s'agit de l'exploitation des données massives, contrairement au droit actuel qui s'adresse aux données personnelles? Donc, vraiment brièvement, là, sur En fait, j'ai un projet sur le sujet, d'ailleurs, avec un collègue qui s'appelle Charles-Étienne Daniel, qui travaille beaucoup sur la robotique. Et on regarde cette question-là, en fait. En fait, on regarde la donnée, non pas en lien avec la vie privée, mais plus en lien avec un droit de propriété. Et comme n'importe quel objet, un téléphone qui
qui est notre propriété. Il y a des limites à l'utilisation de notre droit de propriété. Donc, on essaie de voir pour les données personnelles, quelles sont les limites à ce droit de propriété-là, puis est-ce qu'on devrait, comme par exemple, on peut avoir des règles en matière de zonage. Est-ce que pour le bien commun, on devrait voir dans certains cas certaines données comme utilisables, par exemple, dans un contexte de recherche qui vise un intérêt collectif? Donc, c'est difficile de parler brièvement de ce sujet-là, là, mais tout ça pour dire que je n'ai pas de réponse présentement. Il faut qu'on creuse la question, mais certainement qu'il faut qu'on se la pose, selon moi. Merci. Donc, je vais conclure. J'aimerais tout d'abord remercier nos panélistes qui, même avec un horaire certainement plus chargé que d'habitude, ont accepté notre invitation, d'avoir assisté à une discussion qui était très intéressante et très enrichissante. Je suis sûre que les participants sont d'accord avec moi. Donc, merci à Mélanie Bourassa-Forcier, Rio Achung, Martin Gibert ainsi que Daniel Weinstock qui a discuté, mais qu'on remercie tout autant. J'aimerais aussi remercier le public pour leur participation et leur discussion. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci et bonne journée.